Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième Facebook Live. Merci de vous être connectés. Vous pourrez d'ailleurs aussi le revoir éventuellement en différé. Nous enregistrons pour la diffusion sur la page Facebook de la ville. C'est la troisième édition, je le disais. Première édition dans mon bureau à la mairie de Grand-Quevilly. Deuxième édition à l'Artothèque et nous continuons de visiter les sites municipaux. Aujourd'hui, nous sommes à la crèche de la Croix, à côté de la place de la Croix, comme son nom l'indique. Nous avons deux crèches municipales à Grand-Quevilly. La deuxième, c'est l'île aux enfants, qui est dans la Roseraie. Et on a voulu mettre en avant ces services qui sont de grande qualité comme tous les autres, mais qui ont la particularité d'être inscrits dans une semaine de l'enfance qui a eu lieu la semaine dernière. Et voilà pourquoi nous sommes ici, l'occasion de rappeler que ces services de crèche permettre d'accueillir des enfants qui sont inscrits au quotidien et tout au long de l'année. Ce sont les enfants qui ne vont pas encore à l'école, donc moins de 3 ans. Mais aussi, nous avons un système d'accueil ponctuel qui peut avoir un intérêt pour les familles, par exemple dans des besoins ponctuels comme une recherche d'emploi ou d'autres occasions. Donc je vous invite évidemment à découvrir tout ça sur le site internet de la ville et puis dans la relation aussi avec les services. Nous avons notamment un relais petite enfance qui permet la mise en relation avec nos crèches, mais aussi avec les crèches privées, avec les maisons d'assistantes maternelles, les assistantes maternelles individuelles. Tous les acteurs de la petite enfance, ils sont nombreux sur Grand-Quevilly et c'est évidemment l'occasion de leur rendre hommage, comme toutes celles et ceux qui travaillent bien sûr dans nos écoles quand les enfants ont un peu grandi. Ce soir, je vais répondre à des questions que vous allez soumettre en direct à travers vos commentaires et je vous en remercie par avance. Mais aussi, on invite les habitants à s'exprimer déjà en amont de ce rendez-vous, de sorte que j'ai déjà avec moi un certain nombre de questions qui sont soulevées. Le processus, vous le connaissez peut-être maintenant, c'est qu'on essaye d'être sur les sujets qui intéressent le plus grand nombre. S'il y a des questions plus personnelles, plus localisées, on les notera et on répondra bien sûr à tous, peut-être pas ce soir, mais en tout cas dans les jours et les semaines qui suivront. Et puis, on transmet aussi, si les questions ne relèvent pas nécessairement de l'action municipale, on transmet à nos partenaires. On a 1 heure ensemble jusqu'à 19h. Maintenant, il y a plein d'autres occasions aussi de se voir, de se retrouver. On a mis en place des rendez-vous dans les quartiers 1 heure entre voisins. On a mis en place des rendez-vous sur les marchés, le marché du maire qui a lieu 1 fois par mois, place du Québec, et 1 fois par mois aussi sur la place de la Croix. On a plein d'événements municipaux, notamment avec l'arrivée du printemps. Il y aura plein de rendez-vous où on peut se croiser de façon très, très informelle. Et puis, bien sûr, il m'arrive de recevoir en mairie et aussi dans, je le disais, voilà, toute autre occasion que l'on peut avoir de se croiser. Là, ce soir, l'idée, c'est vraiment d'être le plus naturellement possible dans la réponse à vos questions, avec d'abord aussi quelques éléments d'actualité que je veux partager, qui correspondent à des questions que vous avez posées, mais qui sont aussi l'occasion pour moi, bien sûr, de vous tenir informé de l'avancée de nos sujets. D'abord, vous dire que ces sujets s'inscrivent dans la planification de l'action de la ville et notamment les budgets que chaque année nous votons. Le budget de la ville pour 2025 a été voté à la fin du mois de janvier, donc nous avons déjà une vision de ce que nous voulons mettre en place sur cette année. Il y a une question qui m'a été posée sur comment on fait un budget dans le contexte actuel. Chacun sait les difficultés des finances publiques au niveau national. Et il y a eu cette tentation, qui est une réalité malheureusement du gouvernement actuel, d'imposer aux communes notamment des dépenses qui leur sont imposées, mais aussi des recettes qui leur sont supprimées. Nous devons, depuis quelques années maintenant, affronter effectivement une succession de crises. Il y a eu la crise sanitaire qui a pesé sur nos marges de manœuvre. Il y a eu ensuite la crise énergétique, l'inflation, et maintenant c'est la crise des finances publiques. Et nous avons en responsabilité avec les collègues du conseil municipal, je les salue, ils sont connectés, peut-être ils vous répondront aussi parfois en direct dans les commentaires. Eh bien, nous avons fait des choix en responsabilité pour, bien sûr, que cette situation ne nous empêche pas d'avancer et ne pénalise pas surtout les quevillers. D'abord, un choix très important, c'est que nous avons stabilisé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années le taux de la taxe foncière qui est le dernier impôt aujourd'hui à la disposition de la ville. Elle a un peu augmenté dans ce que payent les propriétaires parce que l'État, de son côté, a augmenté les bases de calcul, mais nous avons stabilisé, maintenu le taux, et c'est vrai encore pour l'année 2025. À l'inverse, nous avons aussi fait en sorte que l'endettement de la ville reste très maîtrisé. C'est important de pouvoir emprunter bien sûr, quand on a de très grands projets et on les finance pour 40 ou 50 ans, pas forcément en une seule fois,
Mais aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que tous les emprunts de la ville réunis représentent à peine 100 euros par habitant, là où les communes de même taille sont souvent sur une moyenne de l'ordre de 1 000 euros par habitant. C'est vous dire si nos finances sont bien gérées. Et parce que notamment, nous avons aussi cherché d'autres recettes. Nous avons recruté en mairie une personne dont la fonction est d'aller chercher des subventions de la part de nombreux partenaires, départements, régions, métropoles, États en particulier. Et puis nous avons aussi évidemment maîtrisé nos dépenses. Il y a des projets en particulier, c'est vrai, que nous aurions voulu faire aboutir et que nous ne pourrons pas faire aboutir, en tout cas dans ce mandat. J'aurai l'occasion d'y revenir à travers les exemples de l'année 2025. Mais il y a surtout des projets qui sont lancés, qui aboutissent, qui avancent, et je vais vous donner donc des informations d'actualité à ce sujet. Le premier d'entre eux, grand projet, la rénovation, réinvention en quelque sorte du théâtre Charles Dullin. C'est un chantier considérable, ce théâtre est magnifique, il est très grand, il est très complexe aussi dans une architecture qui date de la fin des années 70, début des années 80. Nous avons lancé ces travaux et nous avons rencontré des difficultés, il faut le dire, notamment sur la question du désamiantage. Ce n'est pas une question que l'on peut éviter à partir du moment où on est confronté à ces difficultés, il faut les traiter, faire les diagnostics, enlever évidemment l'amiante qui se trouve dans les murs. C'est un enjeu de sécurité pour les ouvriers qui vont travailler sur la rénovation du théâtre, pour les salariés qui vont travailler dans le théâtre le moment venu, et puis pour le public bien évidemment. Ça va occasionner des délais supplémentaires. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui de chantier spectaculaire sur le théâtre. Quand on est à l'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur, et ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce travail de désamiantage. Et donc il faut dire les choses très clairement, nous sommes sur un chantier pour lequel on nous annonce des retards et qui nous amène, si par ailleurs tout le reste se passe bien, à une perspective de réouverture à l'automne 2027, c'est dans 2 ans. Ça paraît lointain et en même temps, on sait par expérience que ces chantiers nécessitent encore une fois de prendre le temps, mais on y travaille ardemment. On a recueilli, je le disais, des subventions de nos partenaires. 60% de ce projet est financé par nos partenaires extérieurs et je les en remercie. Et puis parallèlement, vous le savez, on continue de se mobiliser pour faire vivre la culture hors les murs avec l'équipe de programmation du Théâtre du Lin, mais avec tous nos autres équipements, toutes nos autres initiatives. Et peut-être vous avez vu, j'ai publié sur la page Facebook, la ville aussi a publié ce classement national établi par le journal Le Parisien. La ville de Grand-Quevilly arrive 4e au plan national pour les villes engagées dans la culture. La première, c'est Avignon, et tout le monde a en tête le patrimoine et le festival de cette ville d'Avignon, mais nous sommes 4e de par la multitude d'équipements, de par l'engagement que nous avons à la fois ville de Grand-Quevilly, mais aussi les acteurs associatifs, mais aussi les comédiens, les artistes qui viennent exposer chez nous. Donc je veux vraiment vous dire que cet effort culturel, on va le porter et il est essentiel dans la période actuelle parce qu'il faut évidemment se retrouver, se divertir, se réunir, s'épanouir à travers l'action culturelle. Donc voilà une première information d'actualité très importante. Deuxième information très attendue, vous m'avez interrogé nombreux sur la réouverture de la rue Albert-Lebourg. Vous savez que la rue Albert-Lebourg, c'est celle qui fait la jonction avec la rue Eugène-Boudin au cœur du quartier Matisse, entre l'EHPAD et puis ensuite l'accès vers la piscine ou le lycée Val-de-Seine. Cette rue, elle a été fermée pendant 2 ans. Elle n'a pas été fermée sans raison, parce que nous avons d'abord aménagé les terrains sur lesquels sont aujourd'hui en construction des maisons individuelles pour un nouveau lotissement dans le quartier Matisse. L'aménagement, la viabilisation des terrains a été là aussi plus compliqué qu'on ne l'avait envisagé, donc ça a duré plus longtemps. Mais ensuite, comme les maisons ont poussé pour la plupart d'entre elles à peu près en même temps, on a préféré maintenir la fermeture pour des raisons de sécurité, la jonction avec le quartier et les engins de travaux, les usagers habituels ne nous paraissaient pas envisageables dans ces conditions. Aujourd'hui, on est dans une configuration où la réouverture est à la fois possible et nécessaire. Il y a eu des questions, il y a eu des riverains aussi qui ont souhaité que la fermeture soit maintenue, mais on a travaillé avec la métropole pour regarder toutes les hypothèses et vous l'avez constaté vous-même, on n'arrive pas à faire en sorte que les engorgements constatés sur le boulevard Roosevelt ou sur l'avenue Georges Braque soient évités parce qu'il y a des carrefours à feu, parce qu'il y a le métro. Et donc on arrive dans une situation où en effet la décision a été prise avec la métropole de réouvrir la rue Albert-Lebourg. Pas comme elle était auparavant, c'est-à-dire qu'on va faire aussi avec la métropole des aménagements
tout du long de la rue Albert-Lebourg, de la rue Eugène Boudin, de la rue Toulouse-Lautrec aussi derrière, des aménagements pour essayer d'obliger les conducteurs à ralentir les vitesses, parce que c'était un souci qu'on avait par le passé dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, bien évidemment, si on réouvre, il faut aménager dans cette perspective. L'objectif, c'est qu'à fin avril, cette rue soit réouverte. C'est un enjeu, je l'ai dit, pour l'apaisement des circulations dans le secteur et c'est une réponse, je crois, qui était attendue par beaucoup d'habitants, en même temps que beaucoup s'interrogent, je le disais, sur la circulation au cœur du quartier Matisse. Nous avons entendu, évidemment, ces observations et avec la métropole, nous en tenons compte dans les aménagements que je suis en train d'annoncer. Troisième information d'actualité, avec une perspective là aussi positive à brève échéance, c'est les travaux qui se déroulent dans la roseraie. Vous avez noté sans doute que depuis quelques mois maintenant, ces travaux sont engagés. Ce sont des travaux qui étaient absolument indispensables, puisque tout le système hydraulique de la roseraie avait deux caractéristiques. La première, c'est qu'il était dégradé avec des fuites qu'on n'arrivait pas à réparer ces dernières années. Et la deuxième, c'est que c'est un système hydraulique qui était connecté sur le réseau de l'eau du robinet, alors qu'on est évidemment dans une époque où mieux vaut fonctionner autrement. Concrètement, nous avons donc entrepris des travaux importants de rénovation des bassins et de la rivière qui fait le tour de la roseraie pour qu'il puisse y avoir de l'eau et durablement, y compris dans cette rivière où il n'y avait plus d'eau depuis longtemps. Et nous allons installer là 2 cuves de récupération des eaux de pluie, de sorte que ce système hydraulique soit désormais alimenté par l'eau de pluie. Ça paraît évident, mais il fallait encore passer évidemment par cette phase de chantier. Normalement, l'essentiel sera terminé là aussi à fin avril et en tout cas, d'ici cet été, nous aurons récupéré cette phase de travaux de la roseraie qui donnera lieu à des replantations. On va replanter à la fois de l'herbe et puis des fleurs. Il y a un point très important qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que nous avions imaginé, avec d'ailleurs une partie d'entre vous, il y a quelques années, nous avions imaginé une autre phase de travaux qui était très sympathique et qui consistait à aménager des aires de jeu, de pique-nique, en tout cas quelque chose qui modifiait le visage de la roseraie. Et précisément dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure de contraintes budgétaires, mais aussi d'inflation, on est arrivé au constat que si on voulait effectuer cette deuxième phase de travaux, on aurait un investissement de plus d'1 million d'euros qui n'entre pas dans nos prévisions budgétaires. Et donc, dans l'immédiat, jusqu'à nouvel ordre, cette deuxième phase de travaux, elle est abandonnée. Ça ne veut pas dire qu'un jour, peut-être, on ne rouvrira pas cette réflexion, mais il faudra la mettre aussi au goût du jour. Ça veut dire que très clairement, aujourd'hui, nous savons que les travaux à la roseraie vont s'arrêter cet été sur la phase 1 et qui déjà nous donnera les opportunités que j'ai indiquées. On essaiera peut-être en revanche d'ajouter aussi des rosiers supplémentaires au fil du temps parce que ça reste d'abord évidemment un parc floral et un élément d'attractivité de qualité pour la ville de Grand-Quevilly. Donc voilà quelques informations que je voulais vous donner. Je regarde par ailleurs les questions que vous m'avez soulevées avant notre connexion. Il y en a une aussi sur les composteurs, parce que vous avez peut-être entendu parler des expérimentations menées par la métropole sur la collecte des déchets, en particulier de compostage. À Sotteville, juste à côté de chez nous, ils ont expérimenté ce travail. Eh bien, nous sommes, après Sotteville, la deuxième ville concernée par cette expérience à partir, je l'espère, de la fin de ce premier semestre 2025. C'est le travail sur lequel nous sommes engagés avec la métropole. Et vous aurez d'ailleurs la possibilité, dès le début du mois d'avril, les 2 et 9 avril, à la mairie de Grand-Quevilly, à la mairie annexe aussi dans le quartier du Bourg, de découvrir avec des associations qui viendront vous présenter tout ça, la façon dont pourra s'organiser cette collecte en compostage, à savoir que la métropole projette d'installer plus de 130 bacs de collecte sécurisés dans la ville, comme ça a été fait à Sotteville-Léron, et l'expérience est tout à fait positive, et puis d'équiper au moins les habitants des immeubles pour avoir en immeuble un petit seau de collecte qui permet ensuite de gérer tout ça. Il y a des aides aussi qui sont proposées pour l'achat de composteurs, en particulier pour les personnes qui sont en pavillon. L'idée générale étant qu'il n'y a rien d'obligatoire pour personne, mais il y a la possibilité offerte avec ce système, avec ces outils, eh bien que chacun puisse effectivement mieux gérer ce compostage et cette collecte de déchets bioorganiques. En fait, l'idée qui est derrière ça, c'est aussi d'alléger la poubelle du quotidien, parce que c'est vrai que si l'on enlève finalement tout ce qui relève du compostage, on s'aperçoit que la poubelle du quotidien, elle pèse évidemment beaucoup moins lourd.
Soit dit en passant, je le rappelle, le système de collecte et le système de financement de la gestion des déchets ne relève pas du poids de vos sacs. Il faut le rappeler, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais simplement, il y a des enjeux de tri, des enjeux environnementaux, et je veux vous dire que Grand Quevilly est toujours à la pointe de ces engagements. Nous aurons donc avec la métropole d'ici cet été ces démarches aussi pour aller vers les habitants, bien sûr, expliquer plus en détail comment tout ça pourra fonctionner. Vous m'avez posé des questions très très variées et je vous en remercie. J'ai une question qui dit où est-ce qu'on peut trouver du bois de chauffage. Là, pour le coup, je vous renvoie évidemment aux commerçants dont c'est le rôle. Vous trouverez dans l'agglomération, bien sûr, des magasins qui vendent du bois de chauffage. Vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait des projets de nouveaux logements sociaux ou location-accession. Je vais être très clair à ce sujet. La ville de Grand Quevilly, elle compte déjà 65% de logements sociaux. Et donc, il n'est pas prévu de construire de nouveaux logements sociaux. Il y aura dans les prochaines années, mais pas tout de suite, l'aménagement du quartier Alorge. Vous savez, c'est le terrain qui longe l'avenue des Canadiens. Et là, nous avons la possibilité de faire quelque chose de très intéressant avec le respect, bien évidemment, des caractéristiques environnementales de ce terrain et avec des logements qui ne seront pas des logements sociaux, mais qui seront des logements sans doute en copropriété privée ou précisément en location-accession. Mais tout cela doit être regardé justement dans les mois et les années qui viennent pour une opération de grande envergure qui vraisemblablement aura lieu autour des années 2028-29 dans le meilleur des cas. C'est lourd, évidemment, de programmer l'émergence d'un nouveau quartier. Dans l'immédiat, il n'y a pas de programme de location-accession. Il y a de la location tout court, bien évidemment, essentiellement dans le social existant, mais aussi dans ce qu'on appelle les logements intermédiaires. Et puis, il y a des projets nouveaux aussi que le bailleur développe, qui, par moment, vend, par exemple, des petits pavillons, ou va commencer aussi à vendre des appartements dans une maîtrise de tout cela. Vous pouvez, bien sûr, vous renseigner auprès de Quevilly Habitat, puisque c'est principalement Quevilly Habitat qui est concerné. À propos de Quevilly Habitat, vous m'avez posé ici pas mal de questions qui concernent le bailleur. La plupart de ces questions, on les transmettra au bailleur pour qu'il réponde directement. Mais sur un plan plus général, ce qu'il faut évidemment avoir à l'esprit, c'est que 2/3 des habitants de Grand Quevilly sont logés par Quevilly Habitat. C'est une caractéristique très particulière. Il y a dans ces habitants, bien sûr, des demandes de mutation qui sont formées régulièrement. Le bailleur a des obligations de ce point de vue-là. C'est à peu près un quart des attributions de logement qui sont dédiées aux mutations, ce qui veut dire que toutes les mutations ne peuvent pas intervenir, en tout cas en même temps. Il y a toujours des délais pour les uns ou pour les autres, mais il faut bien avoir à l'esprit effectivement que la rançon du succès, en quelque sorte, par la qualité du bailleur et la qualité aussi de la ville, fait qu'on a des demandes considérables et donc des délais moyens, en effet, qui peuvent être parfois importants. Dans tous les cas, il y a une commission d'attribution et c'est elle qui statue sur les demandes que vous avez formulées. Moi, il m'arrive de temps en temps, évidemment, d'être sollicité à ce sujet. Je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations et en tout cas, il faut bien comprendre que dans le cadre réglementaire actuel, ce n'est pas le maire qui attribue les logements. Les choses ont beaucoup évolué de ce point de vue-là et donc je vous renvoie effectivement au contact direct avec les équipes de Quevilly Habitat. Il y a des agences dans les quartiers, il y a le siège évidemment à Grand Quevilly et puis il y a un site internet qui est très bien fait. Vous m'avez posé des questions bien évidemment nombreuses aussi sur les enjeux de sécurité. Vous savez que ça nous mobilise énormément. On a publié au mois de novembre l'année dernière un guide de la sécurité qui est toujours disponible et je vous invite à le découvrir parce qu'il montre tout ce qui est mis en place à Grand Quevilly par la ville et ses partenaires dans le domaine de la sécurité. Le 2 avril, donc dans une dizaine de jours à peine, je réunirai le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et puis vous savez que nous sommes engagés dans le développement des moyens humains et techniques. 14 policiers municipaux, 4 ASVP, 2 agents de vidéoprotection qui tous les jours sont derrière les écrans. La connexion, nous sommes la seule ville de l'agglomération à avoir connecté l'intégralité de nos caméras au commissariat central de Rouen. C'est quelque chose qui est absolument fondamental pour faciliter l'intervention de la police nationale quand évidemment elle a des équipages disponibles et je me bats avec les maires de l'agglomération pour que le gouvernement augmente les moyens à la fois de police
et de justice. Mais en attendant, on agit en partenariat. Peut-être vous avez vu la grande opération que nous avons déployée récemment sur le quartier Kennedy. Ce n'était pas simplement une opération de police, c'était une opération globale avec police municipale et nationale, avec aussi les médiateurs du transport, avec les équipes de Quevilly Habitat, avec les services espaces verts, propreté, technique de la ville. Bref, voilà, cette idée que le cœur de ville que constitue le quartier Kennedy, et dont on sait qu'il est confronté à des difficultés par moment, est un quartier, je dirais, qui doit être exemplaire dans le bon sens du terme. Et ce que nous avons fait là l'autre jour, je vous renvoie aux publications là aussi sur notre page Facebook, nous allons à la fois le renouveler dans ce quartier, mais aussi essayer bien sûr de le déployer ponctuellement dans d'autres quartiers. Ce sont des temps forts, mais tout au long de l'année, bien sûr, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation visible et parfois spectaculaire. D'ailleurs, vous savez qu'on a un chien policier dans l'équipe municipale. Eh bien, sachez que dans quelques semaines, nous aurons un deuxième chien policier. Nous sommes la seule brigade canine avec 2 chiens policiers dans notre agglomération. Ça permet des interventions en première ligne et un partenariat avec la police nationale. Il y a aussi des interventions moins visibles, en profondeur, qui se font à travers le travail éducatif, qui se font à travers des éducateurs de rue, à travers nos équipes aussi d'animation dans la ville, et la relation avec les établissements scolaires également, parce qu'on a des collèges, on a un lycée qui en réalité en compte 2 enseignements professionnels et enseignements général et technologique, et nous avons la volonté d'agir en profondeur, à la fois auprès des plus jeunes, quand c'est eux qui sont concernés. Ils peuvent être d'ailleurs auteurs d'infractions, mais ils peuvent être aussi victimes, et on veut les protéger. On a créé un dispositif qui s'appelle SecuriJeunes pour justement accompagner la protection des plus jeunes. Mais il y a aussi tout un travail auprès des parents, auprès des familles, avec notamment le Conseil des droits et devoirs des familles, avec des dispositifs de rappel à l'ordre, avec un certain nombre d'actions là aussi qui viennent, je dirais, accompagner le maillage sur la ville. On a des soucis, comme toutes les communes peuvent avoir des soucis, mais à vrai dire, on en a un peu moins que d'autres. Et quand il y en a, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, on fait face. Les 2 gros phénomènes qui ont marqué l'année 2024, ce sont effectivement les rassemblements et les risques de trafic qui existent dans certains secteurs, mais aussi, vous le savez bien, les vols de roues, les vols de voitures. C'est quelque chose qui a beaucoup frappé à juste titre en 2024, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rallumer l'éclairage nocturne avec cette connexion jour et nuit que nous avons désormais au commissariat central. Jour et nuit, la police nationale a accès à nos images. Et quand je vous dis aussi d'appeler le 17, ayez désormais à l'esprit que quand on appelle le 17, eh bien, c'est dans la salle où les opérateurs répondent que nos écrans apparaissent, et ils ont les images en direct de Grand Quevilly. Tout ça, c'est une façon effectivement de renforcer, mais on ne peut pas prétendre évidemment tout éviter. Il y a parfois des difficultés, et c'est la raison pour laquelle on a créé aussi cette relation de proximité avec la police municipale. Vous avez son numéro de portable qui est affiché partout, et notamment sur la page Facebook de la police municipale, sur le magazine également. Vous avez régulièrement des rendez-vous qui sont proposés dans les quartiers avec nos équipes, et l'idée, c'est aussi de faire le lien avec les autorités. Moi, je signale au procureur de la République régulièrement un certain nombre de sujets. Il y a eu, par exemple, avec le retour du soleil récemment, le retour des rodéos. C'est quelque chose qui, chaque année, malheureusement, revient avec le beau temps, et pas seulement à Grand Quevilly. Moi, je vous invite vraiment à téléphoner à la police municipale, à faire le 17. Et dans tous les cas, même si c'est après coup, eh bien, signaler les événements, parce que nous avons des images, nous avons des enregistrements, et je vous garantis que quand on peut remonter effectivement sur ces images et ces enregistrements, derrière, il y a des actions qui sont menées. Vous avez vu récemment que la police municipale a intercepté une moto en rodéo. C'est quelqu'un qui n'était pas de Grand Quevilly, mais qui venait faire le malin chez nous. Eh bien, il est reparti sans sa moto, et il y aura des poursuites, parce que le procureur prend ça très au sérieux avec la police. Eh bien, vraiment, j'ai besoin que les citoyens s'engagent aussi dans ces signalements. C'est la raison pour laquelle nous avons également créé l'application Voisins vigilants et solidaires. Plus exactement, c'est une application nationale, mais nous la déployons sur Grand Quevilly, et nous avons besoin de vous pour faire vivre tous ces dispositifs. Voilà quelques éclairages, on y reviendra peut-être évidemment sur ces questions. Des questions que j'ai eues sur la question des écrans à l'école, et plus largement la question des écrans pour les jeunes, parce que ça fait partie aussi parfois de ce qui perturbe l'éducation des enfants. Il y a tout un travail qui est mené par l'éducation nationale elle-même, et la ville ne peut pas se mêler du travail des enseignants, mais on a des actions, nous, spécifiques, avec le Conseil des jeunes, avec le Conseil des ados, et on va aussi expérimenter de nouvelles approches dans le cadre, par exemple,
les accueils ludo-éducatifs, vous savez, les garderies que l'on met en place matin et soir dans les écoles. On va prendre le temps, puisque les enfants sont là le soir par exemple, eh bien, avec nos éducateurs, de travailler sur ces sujets, faire en sorte qu'effectivement, on apprenne à maîtriser le temps d'écran et le contenu sur les écrans. Ça fait partie des évolutions de société très fortes, qui dépassent largement Grand Quevilly, mais sur lesquelles on peut et on doit travailler avec tous nos dispositifs de jeunesse. Et j'en profite pour saluer les équipes qui, dans les écoles, mais aussi dans les centres de loisirs ou à l'espace jeunesse et au passage, accueillent nos plus jeunes et contribuent à ces apprentissages. Vous m'avez posé une question sur l'élagage des arbres. C'est une question qui revient souvent. On ne va pas traiter chaque cas individuellement ce soir. Je veux vous inviter à contacter directement la ville parce que nous avons mis en place avec les services une procédure pour instruire les demandes particulières qui peuvent être formulées. On ne va pas forcément toujours donner totale satisfaction parce que l'élagage des arbres, ça relève d'une démarche qui est assez précise sur le plan technique et même scientifique, mais on va regarder toutes les situations, expliquer, et puis de temps en temps, bien sûr, on arrive à résoudre des difficultés. On a mis en place pour ça une charte de l'arbre, c'est tout récent, vous avez là aussi sans doute aperçu la communication qui a été faite autour de ce dispositif. C'est tout simplement un support qui a été travaillé avec des habitants volontaires, avec les services de la ville, pour expliquer justement la façon dont on gère tout ça. L'arbre, il est identitaire à Grand Quevilly, ça fait complètement partie, je crois, de la qualité de vie et de la qualité de ville que vous appréciez comme nous à Grand Quevilly. Mais il y a aussi des contraintes, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle on fait autant que possible des aménagements sur ce patrimoine. Parfois, il faut remplacer une espèce d'arbre par une autre, parfois il faut élaguer, parfois il faut abattre aussi pour des raisons de sécurité, de santé ou d'aménagement. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit bien compris parce que la ville que nous avons, eh bien, elle ne s'est pas faite en un jour et il faut effectivement préserver notamment cette verdure. Parfois, on s'en plaint, à d'autres moments, on est content de la trouver. Et donc, je voulais renvoyer effectivement à la fois aux explications dans la charte de l'arbre, mais aussi au contact direct avec les services qui individuellement peuvent venir vers vous pour étudier tout ça. De la même façon, vous m'avez interrogé sur les questions d'urbanisme. Nous avons un service urbanisme en mairie, un partenariat aussi avec le service des architectes à l'échelle départementale. Eh bien, vous pouvez tout simplement contacter le service municipal. Les règles d'urbanisme, elles ne sont pas définies par la ville puisque c'est un plan d'urbanisme intercommunal, mais ce sont nos équipes qui justement regardent les dossiers, qui peuvent donner des conseils en amont, qui peuvent accompagner les projets. Et donc, je vous invite là aussi à les contacter directement auprès de l'hôtel de ville. J'essaie d'avancer sur les questions que vous m'avez posées. Il y en a beaucoup qui concernent aussi les rénovations de trottoirs ou de voiries. Alors, il faut savoir que ces rénovations relèvent de la métropole, c'est-à-dire la métropole Rouen-Normandie est compétente à travers ses budgets, ses équipes pour rénover les chaussées, les trottoirs. Bien sûr, tout ne peut pas se faire en même temps. Nous avons à peu près 11 km de territoire à Grand Quevilly et donc des centaines de kilomètres de voirie. Tout ça suppose effectivement un travail d'étude au cas par cas qui chaque année se traduit par des aménagements, vous en avez vu ici ou là, et on prend note effectivement à chaque fois des observations que vous pouvez nous remonter et puis que l'on fait nous-mêmes tout simplement sur le terrain. Vous savez que moi-même je me déplace beaucoup dans la ville de toutes les façons possibles et je vois bien effectivement là où il y a des difficultés, donc on inscrit ça dans nos programmations avec la métropole. Il faut savoir d'ailleurs que la ville de Grand Quevilly amène elle-même des financements supplémentaires pour essayer d'accélérer justement le déploiement de ces programmes. Mais c'est certain, on répondra à chacun d'entre vous, rue par rue, espace par espace. Il y a des projets qui sont dans les tuyaux, il y en a d'autres qui attendront peut-être un peu plus longtemps. En tout cas, c'est une mobilisation permanente de nos équipes avec celle de la métropole. Vous m'avez interrogé aussi sur plusieurs autres sujets. Tous ne relèvent pas de la compétence municipale. Je prends un exemple très concret. Un habitant qui m'envoie une question sur la vitesse sur la Sud 3. La vitesse sur la Sud 3 qui est limitée aujourd'hui à 90 km/h, vous le savez en tout cas dans les abords de Grand Quevilly. Certains voudraient que ce soit plus rapide, d'autres voudraient que ce soit plus lent. C'est l'État, c'est la préfecture qui réglemente la Sud 3. Je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer, parce que c'est très important d'avoir ça en tête, que les travaux du chantier Sud 3 Flaubert, vous savez le raccordement au pont Flaubert
avance bien, mais les prochaines phases qui arrivent vont être toujours source de désagréments. On va avoir normalement, à partir de la fin du mois d'avril, une nouvelle étape dans ces travaux et qui va occasionner, en tout état de cause, probablement des ralentissements. C'est-à-dire que la vitesse théorique sur la Sud 3, vous savez très bien qu'à certains horaires, elle n'est évidemment pas atteinte parce que tout simplement la circulation n'est pas très bonne sur ce secteur. C'est pour ça qu'on a contribué à dégager d'autres accès. Mais voilà, là aussi, c'est une mobilisation permanente avec les services de l'État, puisque c'est l'État, pour le coup, qui pilote ce chantier. Ça nous rendra service par bien des aspects quand ce sera terminé. Il y a d'ailleurs une phase qui va être débloquée fin avril, mais je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous donner ces éléments d'information tels que j'en dispose en tout cas. Et je pense que l'État communiquera plus précisément aussi dans les jours qui viennent. Vous m'avez posé d'autres questions, mais je crois y avoir répondu, puisque... Ah non, il y a cette question-là que je n'ai pas traitée, les travaux sur le mail. Vous savez, ce mail piéton qui traverse Grand-Quevilly du nord vers le sud, c'est une chance extraordinaire que nous avons dans notre ville, que d'avoir ce cheminement. Mais tel qu'il a été conçu, il est victime aujourd'hui du développement justement des racines. On parlait des arbres tout à l'heure, et il y a des pavés qui se déplacent et il y a des aménagements qui sont aujourd'hui dégradés. Très concrètement, dans quelques jours, j'ai programmé avec les élus et les services de la ville une visite exploratoire pour aller engager justement le travail de réflexion qui débouchera sur un travail de rénovation de ce mail. Et c'est une ambition très importante parce que vraiment c'est quelque chose qui structure la ville et que nous voulons rendre plus accessible aujourd'hui, je dirais, à toutes les personnes, quel que soit leur niveau de mobilité. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que effectivement le sujet est identifié. On commence le travail dans quelques jours, d'abord par cette exploration détaillée, et puis derrière, il y aura évidemment toute une programmation, là aussi technique, financière. Je le disais, une ville, ça ne se fait pas en quelques jours, mais la volonté, elle est clairement identifiée. Je vais prendre la tablette maintenant, puisqu'on a aussi des interpellations en direct, et je vous prie de m'excuser, j'en ai probablement raté quelques-unes. J'ai peut-être répondu aussi d'ores et déjà à un certain nombre d'observations. D'abord, à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, parce que certains nous rejoignent peut-être en cours de route. Je regarde ce que vous m'avez adressé et dans quelle mesure je peux répondre. Vous parliez effectivement de rodéo, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez identifié la rue du 11 novembre. Très clairement, je le répète, nous sommes engagés avec la police nationale, avec la justice sur cette question et on a absolument besoin de vous. Il faut que vous nous remontiez les informations quand vous identifiez un véhicule, une adresse, un propriétaire. Ce n'est pas de la délation, ça s'appelle du témoignage et c'est vraiment ce qui nous permet d'agir. Au minimum, vous identifiez aussi une situation que l'on peut avoir filmée avec nos caméras. Eh bien, donnez-nous les indications pour qu'on puisse reprendre tout ça derrière. C'est une mobilisation qu'on doit avoir ensemble. Le printemps arrive, me dit-on, les rues vont s'animer. Prévoyez-vous plus de personnel policier pour maintenir l'ordre dans le haut de la ville, mais aussi dans le bourg? D'abord, je souligne qu'on ne dit plus le vieux bourg depuis longtemps, on dit le bourg, c'est peut-être effectivement une autre expression, mais ça renvoie à ce quartier historique qui est le cœur de la ville, dans notre histoire en tout cas, à quoi s'ajoute évidemment, je le disais tout à l'heure, un cœur de ville Kennedy, qui lui aujourd'hui est peut-être effectivement celui où il y a le plus de tensions par moment. Mais nous avons une mobilisation, je l'ai dit, je le répète, et là encore, on a besoin de tout le monde. Il y a des habitants d'ailleurs qui n'hésitent pas en effet à signaler les difficultés, c'est comme ça qu'on peut intervenir. Et on n'intervient pas tout seul parce qu'on a la chance d'avoir la police nationale d'une part, mais d'autre part aussi d'autres acteurs sur le terrain. Je veux saluer en particulier les équipes de tranquillité de Quevilly Habitat. C'est le seul bailleur qui offre un service de 14h à 4h du matin que l'on peut solliciter pour tout ce qui se déroule en tout cas à l'intérieur des immeubles. Et nous avons une bonne complémentarité. La police municipale, elle intervient de plus en plus souvent en soirée tardivement. On fait aussi ponctuellement des rondes nocturnes. Et je veux rappeler qu'on a évidemment quelques résultats, même si on ne peut pas toujours prévoir et empêcher tel ou tel rassemblement, on arrive encore à le gérer et en tout cas on est mobilisé quand il s'agit derrière de dénoncer des trafics comme il peut en exister. Tous les signalements sont faits au procureur de la République et il y a des actions qui sont menées. Il y a eu des arrestations d'ailleurs à la fin de l'année 2024. Elles ne peuvent pas être médiatisées et elles ne peuvent pas évidemment être détaillées nominativement, mais je vous prie de croire que les choses avancent et on va continuer, comme l'opération l'autre jour l'a montré, dans les secteurs où c'est nécessaire. Vous parlez des trous dans la chaussée.
j'ai évoqué la compétence de la métropole. Il y a des interventions qui ont déjà eu lieu ces derniers temps, d'autres seront programmées. La période hivernale, évidemment, ne se prête pas facilement à ce type de démarche, mais là encore, avec la métropole, nous sommes attentifs et n'hésitez pas à signaler progressivement, vous le verrez, bien sûr, chaque situation sera traitée. On m'interroge sur un projet d'auto-entrepreneur. Alors figurez-vous que nous avons créé en mairie un service économie. Toutes les mairies n'ont pas cette chance-là. Moi j'ai un adjoint qui s'occupe de ces sujets, la relation avec les commerçants, avec les entreprises, aussi avec les auto-entrepreneurs. Vous pouvez appeler en mairie pour avoir un accompagnement et puis on met en relation avec des dispositifs, soit de la métropole, soit parfois de la chambre de commerce ou des associations spécialisées pour accompagner effectivement les projets. On m'interroge sur les pistes cyclables et notamment le rond-point Sainte-Lucie, fin rue Georges Clémenceau. La piste cyclable est dangereuse. Alors effectivement, le réseau n'est pas terminé de ce côté-ci. Il y a toute une réflexion qui a été menée avec la métropole sur la façon dont on pourrait aménager et sécuriser ce très gros rond-point, ce très gros carrefour qui est là près de la rue Clémenceau, mais aussi près de la mairie et de grandes avenues comme Pierre-Lefrançois ou Aristide-Briand. Il faut que vous ayez à l'esprit que cette année démarrent les travaux de rénovation de l'avenue Aristide-Briand précisément, et c'est dans la continuité de tout ce travail-là que la métropole déploiera d'autres aménagements cyclables pour sécuriser en particulier le rond-point qui est là. Je crois que c'est celui dont vous parlez effectivement du côté de la rue Clémenceau, mais aussi du côté de la mairie tout simplement. Une question à nouveau sur les rodéos, j'en ai parlé. Alors, pourquoi ne pas prendre l'identité des jeunes et à la récidive faire payer les parents? Alors, pour le coup, les choses sont claires, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à identifier, et ce n'est pas d'ailleurs que des jeunes, mais en tout cas, à chaque fois qu'on arrive à identifier les auteurs par nos images, par vos témoignages, par le constat aussi de nos équipes. Je rappelle que la police municipale a arrêté tout récemment un auteur, confisqué la moto et signaler la situation à la justice. Ce n'était pas un mineur, c'était un majeur. Quand ce sont des mineurs, en effet, il y a tout un travail qui est opéré avec le procureur, avec le juge des enfants, mais aussi nous avons nos propres dispositifs. Je parlais de conseil des droits et devoirs des familles, de rappel à l'ordre. Ce sont des démarches que l'on met en place et tout simplement aussi, très souvent, la police municipale ramène les mineurs à leurs parents. Et je vous prie de croire qu'il y a quand même un certain nombre de parents qui réagissent dans ces cas-là. Et c'est déjà effectivement une mesure qui interpelle. Mais on ne s'arrête pas là quand on sent qu'il faut aller plus loin. On a un certain nombre d'outils à disposition. La difficulté, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas communiquer sur toutes les situations, parce qu'on n'a pas le droit de livrer des noms en pâture, encore moins des photos, et parce que toutes les enquêtes qui sont menées derrière sont couvertes par le secret pénal, le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. Mais soyez assurés, et quand on peut le faire, on le fait, que les arrestations, les signalements et la répression sont menées. Vous avez sur la page Facebook de la police municipale notamment quelques informations à ce sujet de temps en temps. Plus de caméras, c'est un travail que l'on fait en permanence. Tous les ans, on inscrit au budget, et ce sera le cas en 2025, de nouvelles installations. Ayons quand même à l'esprit que la ville de Grand-Quevilly est, avec la ville de Rouen, la mieux dotée en caméras. On a maintenant à peu près 140 vues sur l'ensemble de la ville. Et surtout, je le répète, c'est très important, ces caméras donnent des images qui, toute la journée, sont suivies par nos 2 opérateurs de vidéoprotection en direct dans la salle dédiée à l'hôtel de ville. Mais par ailleurs, ces caméras sont connectées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au commissariat central de Brizou. Nous sommes les seuls à avoir réussi cette connexion intégrale. Et moi, je suis allé visiter les lieux. Encore une fois, c'est la salle où arrivent les appels du 17. Ça veut dire que si vous appelez le 17, l'opérateur peut se connecter directement sur les images de Grand-Quevilly. Et je vous garantis qu'en termes d'efficacité, comme en termes de sécurité, et même des propres équipages de police, c'est quelque chose qui nous donne un partenariat extrêmement précieux. Vous parlez de la brigade cynophile, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, est-il possible de les rencontrer? C'est compliqué parce que ce sont à la fois des agents qui eux-mêmes sont très occupés et puis des chiens surtout qui sont, je dirais, très particuliers, comme vous le savez, mais on les présente régulièrement, on les présentera bientôt puisqu'un 2e chien est en train d'arriver et à certaines conditions, on peut toujours envisager des mises en relation. En tout cas, il faut interroger l'accueil de la police municipale. Nous avons un agent d'accueil dans le hall de l'hôtel de ville pour la police municipale. N'hésitez pas, bien sûr, à vous rapprocher d'eux. Alors, je vois d'autres
question qui recoupe celle que j'ai déjà évoquée. Il y a des demandes, par exemple, sur le boulevard Maurice Ravel, de mettre des ralentisseurs au croisement de la rue Kennedy et de la rue Neil Armstrong. Ces sujets-là sont à l'étude avec la métropole. Il y a parfois des solutions qu'on croit simples et faciles, puis qui en fait sont compliquées parce que la réglementation est ce qu'elle est. Ce n'est pas nous qui décidons. Mais par exemple, aujourd'hui, quand on veut poser un ralentisseur, on a l'obligation de supprimer des places de stationnement tout autour pour des raisons notamment de visibilité. Et parfois, ça peut poser d'autres problèmes. Par conséquent, on cherche différents types de solutions. Mais vous l'avez remarqué, hein, c'est un travail qui s'est beaucoup déployé dans la ville ces dernières années. Ça en agace certains parce que ça oblige effectivement à ralentir, parce que ça crée une contrainte. Il y a eu aussi, il faut bien le reconnaître, des travaux qui n'ont pas toujours été bien menés. Je précise d'ailleurs que sur la rue Salomon-Decaux, où beaucoup d'entre vous passent parfois, on a un souci aujourd'hui avec l'entreprise qui a fait quelque chose de très excessif, et il y a un travail de reprise qui va évidemment être opéré. Mais voilà, c'est un savant dosage. Et vous savez, il faut garder à l'esprit que l'essentiel, c'est le comportement des conducteurs. On peut faire tous les aménagements qu'on veut. L'expérience prouve que malheureusement, un chauffard reste un chauffard. Et moi, je profite de l'occasion pour vous inviter vraiment à la prudence et aussi, là encore, pourquoi pas, au signalement, parce que si on ne peut pas être en permanence derrière chaque chauffard, on a des images, je le disais, on fait de la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire que régulièrement, nos équipes derrière les écrans et à distance peuvent verbaliser sur le stationnement, mais aussi sur la mauvaise conduite. Et il faut que petit à petit, tout le monde comprenne qu'en effet, en ville, on doit adapter sa vitesse. Je lis aussi voilà, des appels pour les véhicules abandonnés et ça ne bouge pas. Alors, très clairement, là encore, les véhicules abandonnés obéissent à une réglementation très particulière. En gros, si le véhicule bouge dans les 7 jours qui suivent la première intervention, il n'est pas considéré comme abandonné. Par contre, je peux vous garantir que tous les jours, la police municipale fait des interventions et des enlèvements de véhicules abandonnés, comme vous dites. Donc vraiment, je vous invite en effet à les signaler. Tout ça est rodé. A priori, les choses fonctionnent. S'il faut insister, vous insistez. Moi-même, ça m'arrive régulièrement, évidemment, de relancer. Mais je vous garantis que nos équipes sont très vigilantes et on déploie effectivement des moyens humains, mais aussi derrière des moyens financiers, parce que l'enlèvement des véhicules, ça coûte un peu d'argent, sauf qu'on est très attentif à ça pour des raisons de sécurité évidentes. Je continue à dérouler, évidemment sans prendre toujours les mêmes questions, parce que je crois avoir déjà répondu sur beaucoup de sujets concernant en particulier les rodéos, la sécurité, la police municipale. On parle de sous-titrer le live pour les malentendants, c'est une idée intéressante, je ne sais pas si on peut le faire, mais on pourra toujours regarder ça. Je veux préciser à cette occasion que nous sommes très engagés sur ces questions, et donc on s'inscrira dans la continuité. La question des handicaps, quels qu'ils soient, à Grand-Quevilly, est beaucoup travaillée par les équipes municipales. Et sur les malentendants, par exemple, on a déployé en mairie et sur les sites où on accueille du public le dispositif Axéo, qui permet justement d'avoir une communication avec les personnes sourdes, tout simplement, ou malentendantes. Et donc, dans cette logique-là, pourquoi pas effectivement continuer à travailler les dispositifs comme celui de ce soir. On m'interroge sur les toilettes de l'école Cavaillès. Alors là, pour le coup, très clairement, c'est un sujet qu'il ne faut pas évidemment hésiter à remonter avant ce type de Facebook Live. On va le traiter tel qu'il est exprimé ici, mais on a dans les écoles à la fois, bien sûr, une vigilance et un dialogue avec les équipes enseignantes et des agents municipaux qui sont là en permanence. C'est-à-dire que dans les écoles maternelles, on a les ATSEM, et dans les écoles élémentaires, il y a au moins un agent par école élémentaire qui peut identifier évidemment ces sujets, et on y travaille avec soit les investissements, soit le matériel tout à fait utile. Alors, je regarde effectivement vos questions complémentaires. Que va devenir la maison du cimetière ? Alors, c'est une très bonne question, dans la mesure où, effectivement, elle va bouger en 2025. C'était une maison occupée par l'ancien chef de la police municipale, comme le prévoit la réglementation, mais il n'est plus dans cette maison aujourd'hui. Et donc, on va la rénover de deux façons. D'une part, on va aménager des vestiaires pour nos équipes, parce qu'ils ont aujourd'hui des vestiaires qui ne sont pas satisfaisants dans le cimetière, et surtout parce que moi, j'ai fait en sorte de recruter dans le cimetière. Nous avions un agent auparavant
auparavant, nous en avons 3 aujourd'hui. Donc ils auront des vestiaires bien plus confortables qu'aujourd'hui et par ailleurs, cette maison va servir de lieu de rassemblement, de recueillement pour les familles qui le voudront. C'est un service nouveau que nous allons offrir à la population. Les travaux commencent effectivement cette année et je l'espère aboutiront parce que ce n'est pas forcément des travaux trop compliqués. Mais enfin, nous pourrons proposer aux familles, effectivement, si elles le souhaitent, de se rassembler dans ce lieu. On a d'autres endroits qui sont déjà proposés à la location des familles, mais voilà, effectivement, une réponse très concrète et un projet très, je crois, heureux, si tant est qu'on puisse évidemment le dire comme ça, dans les circonstances malheureuses qui rassemblent, mais justement, c'est très important d'avoir aussi cette possibilité. Nous avons d'autres questions effectivement sur les messages qui nous arrivent. Je vais essayer évidemment de répondre au plus grand nombre. Pourquoi ne pas avoir fait des pistes pour véhicules avec le nombre qui roule plutôt que pistes cyclables? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la place pour tous et donc on travaille à des aménagements où les piétons, les vélos, les voitures, les bus aussi puissent effectivement circuler. Un programme lié à une association qui interviendrait dans les EHPAD et maisons de retraite avec des animaux thérapeutiques. Il faut savoir qu'il y a un EHPAD à Grand-Quevilly, mais c'est un établissement privé. Et donc, ce n'est pas la mairie, évidemment, qui peut imposer des projets d'intervention. Ceci étant, dans cet établissement, eh bien, il y a déjà des interventions animalières. D'abord, il y a quelques animaux en basse-cour qui sont sur place en permanence à l'EHPAD. Et puis, il y a des associations, effectivement, qui interviennent. Nous-mêmes, on peut ponctuellement avoir aussi ce type d'intervention, que ce soit d'ailleurs auprès des espaces seniors qui, eux, relèvent d'une gestion municipale, ou auprès des plus jeunes, puisque nous sommes ici dans une crèche et nous avons régulièrement dans les crèches, dans les écoles, dans les fêtes de quartier aussi, des interventions. Ça peut être des poneys, ça peut être des lapins, en tout cas, évidemment, des partenariats de ce type. Il y a des questions qui concernent la rénovation des appartements qui se trouvent près de l'école Maryse-Bastier. Je l'ai dit tout à l'heure, ça relève de Quevilly Habitat. Il faut avoir en tête que chaque année, le bailleur rénove à peu près 250 à 300 logements sur son patrimoine. Évidemment, là encore, tout ne peut pas être fait en même temps, mais on transmettra pour voir voilà, quelles indications peuvent être communiquées. Nous allons vérifier, dit mon adjoint, la question des toilettes à l'école Cavaillès. Je le disais tout à l'heure. Merci à Roland Maru, qui est premier adjoint et chargé de l'éducation. La question des arbres remarquables sur le boulevard Franklin Roosevelt à côté du stade de rugby, eh bien, comme tous les arbres de la ville, ils font l'objet d'une gestion chaque année avec des perspectives d'élagage, mais qui ne se font pas évidemment chaque année, et un suivi spécifique adapté aux caractéristiques de ces arbres. Alors on me parle d'un distributeur de billets Place du Québec. Je veux attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a plus de distributeur de billets tout simplement parce que l'agence bancaire qui était là est partie précipitamment à l'époque et n'a pas laissé en place le distributeur de billets, contrairement à ce qui s'est fait sur la place de la Croix où il y avait une agence qui a fermé mais où un distributeur est resté qui a pu être repris par le Crédit Agricole. Et donc sur la place du Québec, il n'y a plus de distributeur de billets et nous n'avons pas trouvé de banque volontaire pour en réinstaller. En revanche, il y a moyen aujourd'hui de retirer de l'argent liquide sur la place du Québec, soit en allant au tabac presse parce qu'ils ont un système qui, lui, pour l'instant, est réservé aux clients du Crédit Agricole, mais qui permet déjà de retirer de l'argent liquide quand on est client du Crédit Agricole au tabac presse de la place du Québec. Et pour tous les autres, vous pouvez tout simplement acheter, pas grand-chose, mais acheter une petite consommation à la supérette Vival qui est juste à côté, et la supérette peut vous faire un rendu de monnaie qui vous donne de l'argent liquide. Concrètement, vous dépensez 1 euro et vous demandez 10 euros d'argent liquide. Avec votre carte, vous allez payer 11 et vous récupérez de l'argent liquide. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans beaucoup de villages de France. Eh bien, ça fonctionne maintenant sur la place du Québec et c'est un accès direct à l'argent liquide qui, par ailleurs, vous le savez bien, est de moins en moins utilisé, même si on en a encore besoin, évidemment, pour des tas d'utilisations. En tout cas, je veux vous le dire, il y a des systèmes et merci aux commerçants qui portent ces systèmes, le tabac presse et la supérette Vival de la place du Québec. Alors, je vais essayer de dérouler encore, mais le temps aussi se déroule. Nous avons encore un peu moins d'un quart d'heure ensemble. Alors, je lis qu'on trouve très souvent des caddies dehors partout, c'est très dangereux. Oui, bien sûr, c'est pas une bonne idée d'embarquer les caddies et de les laisser traîner partout. Nous, on signale en permanence ces caddies pour peu qu'on les constate ou que vous les remontiez. Et puis, il appartient au magasin concerné
de faire le ramassage. Mais c'est un sujet sur lequel, et ça ne date pas d'aujourd'hui pour le coup, on est en permanence mobilisé. Encore une fois, ça renvoie à des questions de comportement. On parle de civisme. Eh ben, évidemment, il faudrait que à la fois les jeunes et les moins jeunes, j'insiste là-dessus, il n'y a pas que les jeunes, en matière de civisme, il faut que tout le monde prenne un petit peu sur soi et fasse un effort de ce côté-là. Ça me permet de rappeler, puisque la question est posée aussi, que nous avons à notre disposition des initiatives de rappel à l'ordre. Moi, je convoque régulièrement des habitants pour ces questions de comportement, de civisme dans la ville. Ça peut être des jeunes ou des moins jeunes. Et puis, il y a aussi, je l'ai dit, je le répète, s'agissant des mineurs, des actions qui sont menées directement auprès des familles. On disait tout à l'heure, voilà, il faut sanctionner les parents, etc. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Ça ne fait pas l'objet d'un communiqué sur la page Facebook ni d'aucun autre communiqué, mais c'est un travail en profondeur qui est mené aussi avec la justice, avec les éducateurs de rue, et qui porte ses fruits parce qu'on arrive à détacher un certain nombre de jeunes en particulier de leurs mauvaises influences. Il en reste toujours trop et on continue d'y travailler, mais je veux vraiment vous dire que nous sommes mobilisés et très conscients de ces sujets. Les chiens non tenus en laisse, ça aussi c'est un sujet de civisme. Il faut savoir qu'il y a une réglementation départementale qui est évidemment relayée sur Grand-Quevilly, qui oblige à tenir les chiens en laisse dès l'instant où on est dans l'espace public. Tenir les chiens en laisse, c'est à la fois parce qu'ils peuvent être potentiellement eux-mêmes dangereux, mais aussi parce qu'ils peuvent être eux-mêmes victimes. Et donc à un moment donné, qu'on ait un gros chien ou un petit chien, le fait de le tenir en laisse, ça protège les autres, mais ça protège le chien lui-même et le maître. Et la police municipale, elle intervient régulièrement sur ces situations. Quand on a affaire à des gens qui sont capables de civisme, eh bien, ça peut être seulement, j'allais dire, de la pédagogie, mais il y a aussi des verbalisations qui sont prononcées régulièrement. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé un canipark, permettre aux chiens de se défouler, bien sûr, en toute liberté. C'est contraignant d'avoir un animal domestique, mais il y en a beaucoup et on en prend soin aussi, nous, de cette façon-là, avec des partenariats également que l'on a dans le monde associatif pour faire en sorte que les propriétaires de chiens soient accompagnés, parce que c'est aussi quand même, il faut le souligner, un atout contre la solitude. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls à Grand-Quevilly. Évidemment que les animaux de compagnie, que ce soit les chiens ou d'autres animaux, font partie de la réponse et nous sommes engagés aussi dans cette forme d'accompagnement. Alors, on me pose la question, qu'y aura-t-il au centre des provinces à la place de Douany et de l'esthétique? Alors là encore, ce n'est pas des sujets qu'on maîtrise totalement en tant que municipalité, parce que c'est le commerce, c'est privé, ce sont des copropriétés privées en l'occurrence. À la place de Douany, il va y avoir un laboratoire acoustique, donc qui va vendre, vous le savez, des appareils d'audition et qui va rendre des services liés à ce besoin. Il y aura par ailleurs d'autres projets dans les mois qui viennent. On nous a annoncé, mais c'est toujours une opération privée, hein, on nous a annoncé le retour d'un marchand de chaussures. Alors pas forcément dans l'avenue des Provinces elle-même, mais plutôt en bas, sur la proximité du parking qui est près du Parc des Provinces et près du magasin de fleurs, mais aussi du AXA. Il y avait des kinés qui étaient installés là, ils se sont mis dans l'allée des Arcades. Ici, normalement, il y aura un magasin de chaussures dans pas très longtemps. On espère en tout cas que l'opération pourra aller jusqu'à son terme parce que c'est une bonne nouvelle. En revanche, s'agissant de l'ancienne esthétique qui fait l'angle là aussi à côté du fleuriste, on est sur une opération et une propriété totalement privée pour laquelle aujourd'hui on n'a pas d'informations de quelques projets que ce soit et on le regrette beaucoup et on essaye dans le dialogue avec le propriétaire de faire en sorte que ça bouge dans le bon sens. Mais cette question du commerce, vous savez, on l'a explorée totalement avec mon adjoint, avec les services. La ville de Grand-Quevilly aujourd'hui, elle est reconnue pour son dynamisme. On a la chance d'avoir une association de commerçants extraordinaire. On a tous les ans la Journée nationale du commerce de proximité qui vient mettre à l'honneur finalement cette mobilisation, mais aussi des accompagnements tout au long de l'année auprès des commerçants. Je peux vous dire qu'on déploie, y compris des moyens financiers, hein, quand on donne des bons d'achat pour les seniors en fin d'année, c'est de l'argent qui est dépensé concrètement dans les commerces de Grand-Quevilly. Et puis toutes les opérations qui sont menées avec la ville, avec l'association des commerçants, ça contribue à ce qu'on ait encore un tissu commercial très très dynamique. Mais simplement, la ville ne peut pas obliger un commerçant à venir s'implanter à tel ou tel endroit. On prospecte, on recherche, on a de l'attractivité. Peut-être vous avez vu par exemple qu'une friperie va s'installer sur l'avenue Bois-Cany. Eh bien, c'est le fruit d'un contact que j'avais eu avec la propriétaire. Mais tout ça, c'est un dialogue permanent avec les acteurs privés parce qu'on est quand même dans le registre du commerce et ça reste essentiellement de l'initiative privée.
Alors, on a des questions sur le personnel dans le village scolaire. Il peut y avoir parfois des difficultés de remplacement, mais j'insiste sur le fait que, comme je disais tout à l'heure, on a une présence humaine très forte dans nos écoles. On a récemment d'ailleurs embauché 4 référents périscolaires supplémentaires. Simplement, on fait attention à recruter des gens qui ont le plus de diplômes possible dédiés à l'enfance. Et parfois, on a du mal, c'est vrai, à remplacer parce qu'il y a des métiers aussi qui sont en tension. Et c'est vrai dans les mairies comme c'est vrai dans le secteur privé. Vous le savez, d'autres domaines comme la restauration, par exemple. Alors, on pose la question de l'objet tech, parce que nous avons créé, avec l'initiative des conseils de quartier, nous avons créé une objet tech qui va ouvrir dans quelques semaines à la médiathèque de Grand-Quevilly pour prêter des objets gratuitement. C'est un service qui sera à la fois très original et, je l'espère, très, très utile. Ça ne va pas tarder, on va communiquer plus précisément dans les semaines qui viennent. On m'interroge sur la maison gardiennage ALCL, c'est ce qu'on appelle la maison du gardien à côté de la maison des Amicales, près de l'entrée de la forêt du Chêne à Leu. Cette maison du gardien, elle est vouée vraisemblablement à la démolition dans la mesure où elle est à la fois pleine d'amiante, mais aussi et surtout totalement inaccessible dans la construction qui était la sienne. Et toutes les études ont été faites qui montrent qu'on ne peut pas rénover sérieusement cette maison à moins de dépenser des sommes phénoménales. Donc cette maison, pour l'instant, nous la conservons dans cette perspective et nous verrons si, à la place, un autre équipement doit voir le jour. Il n'y a pas aujourd'hui de décision prise, simplement ces études que j'ai indiquées qui ont été menées au fil des dernières années et qui font que le site effectivement est fermé aujourd'hui et ne pourra pas rouvrir tel quel. On a des questions sur l'agent du cimetière. Ce n'est pas une question, c'est un compliment. Merci pour lui. Et j'en profite pour remercier, moi, tous nos agents municipaux qui vraiment sont très attachés à la ville, qui sont compétents, qui sont mobilisés. Tout n'est pas parfait parce que rien ne l'est jamais dans la vie humaine. Et de la même façon, au niveau des élus, on fait de notre mieux. On passe beaucoup de temps à essayer d'améliorer la vie quotidienne des habitants. On est confronté à des difficultés, on les assume et on ne prétend pas à la perfection, mais on essaye vraiment d'être à l'écoute, dans la réaction et dans l'innovation aussi pour que Grand-Quevilly vraiment reste, et je crois que c'est le cas, une ville très attractive et très agréable, en particulier sur la rive gauche à laquelle on est très attaché. La question culturelle, la question sportive, la question associative, c'est autant de réponses que l'on apporte, et avec vous, parce que la participation citoyenne est vraiment un élément essentiel, et je vous invite à prendre toute votre place dans la vie locale. On peut poser des questions, on peut faire des commentaires, c'est bien aussi quand on est dans l'action, et surtout les sujets. Je regarde à nouveau, parce que je crains évidemment d'en oublier. On parle des distributeurs de sacs à crottes pour les chiens, ils sont souvent vides. Là encore, on les réapprovisionne régulièrement, mais il faut que chacun soit raisonnable. Bien évidemment, c'est toujours une question de civisme. On parle de belles soirées. Merci pour les compliments qui sont faits aussi pour cet exercice. C'est pas évident de parler comme ça pendant 1 heure en essayant de rien oublier. Combien de mois d'attente pour un logement? Alors je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes et il y a très peu de logements qui se libèrent. On est en moyenne sur des délais de 12 à 18 mois, mais c'est une moyenne et finalement ça peut être beaucoup moins comme ça peut être beaucoup plus. Ça dépend du type de logement, ça dépend de la configuration familiale, ça dépend des critères aussi qui sont fixés dans la loi en termes de priorité, s'il y a des séparations violentes, s'il y a du handicap, s'il y a des sujets comme ça. Et là, je renvoie encore une fois au bailleur Quevilly Habitat qui mène son travail. C'est une entreprise privée qui est évidemment en lien étroit avec la ville, mais qui obéit à une réglementation très particulière et aujourd'hui encore beaucoup plus stricte, comme je le disais, que par le passé. Nous avons des questions sur la desserte des bus, par exemple sur la place du Québec. Alors, il y a eu des perturbations dans les dessertes de bus, notamment avec des travaux qui ont été menés sur le boulevard Roosevelt et à différents endroits de la ville. Progressivement, les lignes telles qu'elles existaient reprennent évidemment leur tracé. Il y a des nouveautés aussi qui arrivent sur le centre commercial Hyper-U. Peut-être vous avez vu qu'il y a des travaux qui sont engagés pour aménager un grand rond-point à la sortie qui va permettre de faire passer en fait la ligne de bus carrément sur le parking d'Hyper-U. Il y a déjà une desserte en bus à proximité, mais ce sera encore plus confortable et appréciable que le bus arrive avec un arrêt directement sur le parking. Et puis parallèlement, ces travaux permettent aussi d'améliorer la desserte à la fois piétonne et cyclable,
puisque c'est une unité que nous avons maintenant entre tout l'espace Hyper-U et l'avenue Bois-Cany. Hyper-U, vous le savez, qui a été racheté par un nouveau propriétaire, en tout cas pour une grande partie de la galerie. Et petit à petit, vous voyez apparaître de nouvelles enseignes, vous voyez de nouveaux projets qui émergent. Là encore, c'est l'initiative privée, hein, c'est de l'investissement, mais nous avons confiance, nous, dans cet investisseur parce qu'il a mis les moyens, il accompagne les commerçants qui étaient là en place. Malheureusement, certains n'ont pas pu suivre le projet, mais cette galerie, qui avait des difficultés dans un passé récent, va commencer à prendre une autre forme et tout l'espace autour également avec ce nouvel investisseur. Et je voulais évidemment en profiter pour le préciser parce qu'il y a des ambitions derrière ça, qui sont des ambitions privées, mais qui rejoignent évidemment les efforts de la ville. Alors, question sur les Bacayades. Est-ce que les Bacayades vont redevenir des concerts gratuits d'artistes nationaux? La réponse est non, très clairement. Nous avons changé la formule pour des raisons à la fois financières, de sécurité, mais aussi finalement de volonté de se rapprocher des familles quevillaises, c'est-à-dire que plutôt qu'une soirée avec un artiste qui coûte très cher et qui ne plaît pas à tout le monde et qui est exposé au risque de pluie, eh bien, on a préféré répartir sur 3 jours avec des spectacles accessibles à toutes les générations, qui sont aussi l'occasion de se retrouver entre quevillers. Ce sont vraiment les fêtes de la ville. Ce n'est pas simplement un concert gratuit, mais c'est des moments de rencontre, des moments culturels aussi, des moments de détente, avec un feu d'artifice qui, là, est évidemment le grand moment de retrouvailles, y compris pour des gens qui sont hors de notre commune. Et puis, ça permet encore une fois que s'il y a par exemple de la pluie le samedi soir, eh ben, il se passe quand même des choses potentiellement le vendredi, le samedi, dimanche, dans la journée, dans la soirée. Et puis aussi on répartit différemment les financements, c'est-à-dire que nous avons créé l'été Quevilliers pour avoir des animations tout au long de l'été. Le cinéma de plein air qui a fait sa réapparition dans le Parc des Provinces, on va cette année encore programmer bien sûr une soirée de cinéma et d'autres actions avec les associations, avec les services de la ville. Vraiment l'idée c'est d'être dans ce côté intergénérationnel, cette proximité qui rend les choses effectivement moins spectaculaires, mais je crois tout à fait agréable, tout à fait appréciable. Et la fréquentation que l'on a montre que vous avez compris dans l'ensemble ce concept, moyennant quoi, effectivement, c'est un changement, mais nous gardons le temps le plus fort qui est celui du feu d'artifice, qui est toujours de grande qualité à Grand-Quevilly et qui le sera encore cette année. On vient justement de renouveler le bon de commande pour cet été. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange et je suis désolé évidemment de n'avoir pas pu répondre à toutes les questions. Désolé aussi peut-être d'avoir parlé parfois un peu vite pour essayer de traiter le plus de situations possibles. Tout ce qui n'a pas pu être traité ce soir le sera par ailleurs, soit à travers des réponses individuelles, quand ça nécessite des réponses individuelles, soit aussi, vous le savez, dans le magazine municipal, puisque nous avons une rubrique chaque mois avec 2 questions en particulier posées à des élus municipaux et qui permettent de traiter des sujets évidemment qui intéressent le plus grand nombre. Je dois m'arrêter là pour respecter notre engagement. Je vous remercie vraiment de votre compréhension, de votre participation. On refera des Facebook Live. Ce n'est pas utile, je crois, d'en faire tous les 15 jours parce qu'il faut faire en sorte de cheminer entre 2 rendez-vous. Mais je l'ai dit, on a plein d'occasions de se voir. N'hésitez pas à venir sur les événements qui vous sont proposés. N'hésitez pas à venir sur les marchés où je me trouve souvent et où il y a parfois un stand officiel. Et n'hésitez pas à venir voilà, dans toutes ces occasions que nous vous proposons avec les services de la ville, avec les associations également, avec les commerçants aussi. Nous aurons vraiment encore beaucoup de vitalité à Grand-Quevilly. Et je veux vous dire que la passion qui anime l'équipe municipale et qui m'anime, elle est non seulement intacte, mais elle est renforcée par toutes ces années où nous avons porté avec vous tous ces projets et on va continuer. Merci à vous et bonne soirée, à bientôt.